Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end, l'émission consacrée aux loisirs et aux idées de sortie. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Un village football va être installé à Montigny-au-Bretonneux au centre sportif Pierre de Coubertin. Au programme des diffusions de matchs sur écran géant, un tournoi de football masculin, une Zumba géante. Nous recevrons dans quelques instants l'adjoint au maire Michel Crotin. Exposition focus sur Éric Vernès qui expose à la commanderie des Templiers d'Élancourt jusqu'au 23 juillet. Tous les détails sur cet événement à suivre dans ce magazine. Sport, les Templiers d'Élancourt fêtent ce samedi leur 30e anniversaire. Pour l'occasion, un barbecue, des démonstrations de cheerleaders et des matchs seront organisés. Le programme complet dans ce magazine avec l'une des organisatrices de cette journée, Laurie Fournier. Et puis, coup de projecteur sur la programmation de la semaine dans les salles obscures. Nous irons au Ciné 7 d'Élancourt avec la programmation du Ciné 7 et de Luc Bocan. On commence ce magazine par un rendez-vous. Un village football va être installé à Montigny-au-Bretonneux au centre sportif Pierre de Coubertin à l'occasion de l'Euro de football. Au programme des diffusions de matchs sur écran géant, un tournoi de football masculin. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau l'adjoint au maire de la vie sportive Michel Crotin. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi organiser cet événement à Montigny-Bretonneux? Écoutez, c'est un événement que nous avons organisé déjà depuis très longtemps, puisque dès l'attribution à la France de l'Euro 2016, nous avions déjà idée d'organiser quelque chose. Et en fait, le projet a mûri et nous sommes arrivés aujourd'hui à un projet qui est un projet d'envergure, dans lequel on souhaitait faire favoriser un petit peu toutes les générations de personnes habitant la ville et de faire travailler un petit peu tous les services de la mairie. Il fallait obligatoirement faire cet événement. Il y avait une attente vraiment de la part de la population. Alors il y avait une attente effectivement, mais il y avait surtout le fait aussi que nous sommes ville aujourd'hui, la ville la plus sportive des Yvelines, et que c'était un petit peu notre challenge d'organiser un événement. Et aujourd'hui, cet événement est, je pense, l'un des seuls événements sur le département, et nous en sommes très fiers. Et ça vous a pris combien de temps pour tout organiser? Alors l'organisation en elle-même, disons que le projet en lui-même date de plus d'un an. Et donc on a mis quasiment un an pour organiser cette semaine d'animation. Ça sera une petite fan zone, on peut le dire, avec la retransmission des matchs. On peut dire ça? On peut dire ça, ça sera une fan zone. La seule différence, c'est que les fan zones aujourd'hui sont découvertes, alors que nous ferons les diffusions de matchs à l'intérieur. Et je pense qu'on a bien fait, puisque la météo, malheureusement, ne nous est pas tout à fait favorable pour l'instant. Et donc, pour des problèmes de sécurité aussi, obligé de nous mettre à l'intérieur. Donc, ça sera à l'intérieur du gymnase Pierre de Coubertin. Et combien de personnes peuvent être accueillies dans cette structure? On peut accueillir 1 millier de personnes. 1 millier de personnes? Oui, tout à fait. Au niveau sécurité, je suis obligé de vous poser la question. Ah oui. Au niveau sécurité, quelles seront les mesures pour les mesures de sécurité, tout débordement? Tout à fait. Nous avons travaillé donc avec la préfecture, nous avons travaillé avec les services de sécurité. Nous aurons des personnes qui seront chargées de la sécurité, donc des fouilles à l'entrée et tout. Et en fait, ça répond aux critères aujourd'hui qui sont demandés dans le cadre ne serait-ce que des contraintes aujourd'hui que nous avons d'organiser des événements, même si ce sont dans des endroits clos. Il n'y aura pas que la retransmission de matchs, il y aura également des tournois. Oui. Ce seront des tournois amicaux, ça se passera comment? Alors tout à fait. Alors il y a déjà, vous parliez tout à l'heure de tournois masculins, mais nous avons quand même en démarrage un tournoi féminin. Également. Puisque demain matin, nous avons un tournoi féminin auquel participeront d'ailleurs une équipe de notre ville jumelle d'Enton, qui sont des jeunes filles. Un tournoi féminin avec trois autres équipes des Yvelines, qui permettront de démontrer aussi la qualité du football féminin. Et puis donc une épreuve qui aura lieu donc demain après-midi, qui est en route vers l'Euro, donc là qui est destinée à tous les jeunes qui veulent y participer. C'est ouvert. Là, on attend 400 jeunes qui peuvent y participer. Et puis le dimanche, donc on aura bien évidemment le tournoi masculin, donc un tournoi toujours pareil de jeunes. Donc on a mis l'accent aussi sur la jeunesse et sur le sport, la jeunesse dans le sport. Et puis bien entendu le soir, donc le dimanche soir, la retransmission du match France-Suisse, donc sur grand écran. Ce sont des événements amicaux, des tournois amicaux? Oui, ce sont des tournois amicaux. Où il y a un petit enjeu quand même? Il y a l'enjeu d'être ensemble et puis bien sûr de gagner. Enfin, je pense que tout compétiteur aujourd'hui, quand il joue, c'est quand même pour gagner. Mais ça restera quand même très amical. Il y aura également une soirée 0% foot le 20 juin, je crois, le lundi 20 juin. Donc le lundi, on a choisi effectivement cette date-là puisqu'il y avait encore des matchs en retransmission. Donc ce sont pour tous ceux
ceux qui aujourd'hui sont complètement, ont peut-être une overdose de foot. Et donc, on a consacré cette soirée à toutes les personnes. Qu'est-ce qu'on retrouvera du coup dans cette soirée? Alors, il y aura des tas d'animations, il y aura des massages, il y aura, je crois, de la coiffure, il y aura tout un tas d'activités. Plutôt pour un public féminin? Pas forcément féminin, mais bon, c'est vrai que ça sera un petit peu axé féminin. Mais il y aura aussi des activités auxquelles peuvent participer des masculins, enfin sans être des amateurs de foot, évidemment. Et il y aura également des animations pour les scolaires. Alors, les animations, ça c'est très important, puisqu'on a aussi dans ce projet-là, donc comme je vous le disais, on a voulu mettre l'intégralité des générations de la ville. Et effectivement, les scolaires y sont associés, puisqu'il y aura tout un tas d'animations qui auront lieu entre le lundi et le jeudi, voire le vendredi matin. Et auxquels vont participer à peu près 1 millier d'écoliers de Montigny, donc ce qui est une très très bonne performance, qui seront des ateliers de découverte du foot, autour du foot évidemment, donc avec des animateurs qui vont leur permettre. Et on a des écoles qui aujourd'hui participaient activement en proposant aussi des exercices notamment par exemple pour la cérémonie d'ouverture, nous aurons une école qui va venir chanter l'hymne de l'Euro, qu'ils ont composé, quelque chose de très. Donc vous voyez qu'il y a eu un engouement. Aussi le scolaire avec le championnat d'Europe. Absolument. Donc en fait, il y a eu aussi un engouement de la part des personnes à qui on a proposé ce projet et qui est assez extraordinaire et qui permet de gérer, à la fois de créer un grand mouvement autour de ce projet-là. Et pourquoi avoir organisé cet événement sur une seule semaine et pas sur toute la compétition? Non, parce que c'est très difficile. Hein. Je crois qu'il y a une mobilisation aussi de personnes. Il y a de nombreux services de la ville. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a de nombreux services de la ville qui sont concernés. Et c'était très difficile de les mettre en activité pendant 3 semaines ou 4 semaines. Ça, c'était pas possible. Donc l'idée, effectivement, de faire ça sur une semaine, de faire un événement sur une semaine, ça nous est apparu quand même intéressant. Pour finir, tout le monde peut venir, c'est gratuit? Tout le monde peut venir, c'est gratuit et ça sera sécurisé, bien évidemment. Ça sera clos, donc les enfants n'auront pas il n'y a pas de problème de perdre des enfants à droite à gauche. Donc tout est prévu pour que tout se passe du mieux possible. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je le rappelle, l'événement Village Foot à Montigny ce samedi 18 juin au vendredi 24 juin, comme vous le voyez à l'écran au centre sportif Pierre de Coubertin. Coup de projecteur à présent sur une exposition. Nous allons prendre à présent la direction de la commanderie des Templiers d'Elancourt. Une exposition d'Éric Vernès est programmée jusqu'au 3 juillet dans le centre. L'artiste présente 12 pièces sur 200 mètres carrés autour de la thématique du numérique. Un reportage de Sephora Namani. Des œuvres en mouvement, narratives, des images animées, les créations d'Éric Vernès sont présentées à la commanderie des Templiers. Architecte de formation, Éric Vernès se fascine pour le cinéma depuis son plus jeune âge, ou plus exactement, pour la dimension temporelle mise en image par le procédé cinématographique. Je me suis dit, je vais essayer de faire un projecteur qui serait fait que pour un film, en quelque sorte. Et puis le projecteur lui-même, ce serait une sculpture. Et puis le film ferait partie du projecteur, en quelque sorte, et l'ensemble film-projecteur, ce serait une sculpture à part entière, et ce serait fait juste pour ce film-là. Alors j'ai commencé à réfléchir à cette idée-là, et j'en suis venu à faire des sculptures avec du temps à l'intérieur, c'est-à-dire des choses qui bougent en quelque sorte, comme au cinéma. Parmi ces objets temporels, comme il les appelle, se distingue une œuvre réalisée en hommage à Épicure, philosophe de l'Antiquité qui eut l'intuition géniale des atomes à l'origine de toute vie organique. Il y a donc des petites billes sur un plateau qui, lorsque l'on avance près de l'œuvre, se mettent en mouvement, elles s'entrechoquent, elles produisent un bruit. Et en même temps, il y a notre image qui se dessine sur l'écran qui est derrière, comme si c'était ces petites billes représentaient donc les atomes constitutifs de ce dont on est fait. La plupart des installations cinétiques, visuelles et sonores d'Éric Vernès sont mises en mouvement par le spectateur ou des logiques autogénératives. Une exposition originale et interactive. Un mot de sport à présent, les Templiers d'Elancourt, le club de football local fêtera ses 30 ans ce samedi. Pour nous parler de cette animation, il y aura une grande fête, j'ai oublié de le préciser, avec notamment des cheerleaders et des matchs de flag.
Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau l'une des organisatrices de l'événement, Laurie Fournier. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi organiser cet événement ? Tout simplement parce que voilà, 30 ans, je pense que ça se marque, c'est quand même 30 belles années. Fallait aussi satisfaire tous nos anciens qui faisaient partie à la base des cormorans, parce qu'avant les Templiers étaient les cormorans. Donc il fallait marquer le coup et satisfaire tous les anciens et les nouveaux des Templiers. Donc. Et vous pensiez que les Templiers allaient fêter leurs 30 ans un jour ? Alors moi, ça fait pas longtemps que je fais partie des Templiers, mais je pense que c'est quelque chose quand même qui reste à marquer, et je pense que c'est quelque chose qui doit se fêter. Après, savoir si le club allait tenir 30 ans, je pense, personne peut s'en douter réellement, quoi. C'est une belle aventure ? C'est une très belle aventure. Et cette journée, comment elle va se dérouler ? Expliquez-nous le programme. Alors, il y a plusieurs choses qui s'organisent tout au long de la journée. On a notamment un flag qui s'organise de 10h à 13h, qui est ouvert à tous, moyennant 1,50 € pour ceux qui n'ont pas de licence au club. Un flag, je le rappelle, c'est du football américain. Exactement. Avec des petits drapeaux. C'est ça, non équipés. Donc on ne se blesse pas. Exactement, on ne se blesse pas. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, toute catégorie. Tout le monde peut participer. Et il y aura également des démonstrations de cheerleaders. Et il y a également des démonstrations de cheerleaders, donc vers 15h à peu près, un petit show des seniors et des juniors pour animer tout ça. Donc un mélange entre le sport et l'animation. Tout à fait. Et c'est gratuit ? C'est gratuit. Toute la journée, c'est gratuit. On met à disposition des barbecues. Alors par contre, les gens doivent ramener effectivement de quoi manger, etc. Le club prévoit quelques boissons. Tout est gratuit. Même les animations gonflables en rapport avec le football américain sont gratuites. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Au niveau des cheerleaders, est-ce que vous avez préparé des chorégraphies particulières sur cette journée ? Alors en fait, vous êtes la coach, je le rappelle. Exactement. Alors en fait, on a surtout préparé toutes nos chorés qu'on a étudiées pendant tout le long de l'année et qu'on a présentées au match. Et c'est vrai que c'est un moyen de montrer aux joueurs nos chorégraphies qui, eux, ne les voient pas quand c'est la mi-temps, vu qu'ils sont forcément dans les vestiaires. Donc ça peut permettre à tout le club de montrer un peu notre travail tout au long de l'année. Et c'est aussi l'occasion peut-être de montrer le football américain et le cheerleading aux personnes qui ne connaîtraient pas du tout ce sport. C'est ça l'objectif. Exactement. C'est l'objectif aussi, c'est de ramener quand même pas mal de monde pour faire découvrir ce sport. À la fois le football américain, mais qui commence à être de plus en plus médiatisé, de plus en plus connu, et également le cheerleading qui reste encore trop inconnu à mon goût. Et vous pensez que ce type d'événement peut aider ces deux sports ? Je pense, ouais, je pense, parce que on communique quand même pas mal dessus. On a quand même 120 invités pour samedi, juste pour une journée, donc c'est quand même pas mal. Et puis ça parle quand même beaucoup via les réseaux sociaux, donc je pense que ça peut ramener pas mal de monde. Il y a des inscriptions suite à cette fête, parce que vous l'organisez tous les ans. Cette année, c'est le 30e anniversaire, mais sinon vous l'organisez tous les ans. Est-ce qu'il y a des inscriptions suite à cet événement ? Je pense Est-ce que ça ramène, des gens lambda arrivent et tout de suite mettent leur nom sur une fiche pour s'inscrire pour l'année prochaine ? Alors, on ne prend pas d'inscription ce jour-là spécialement. Après, je pense que ça ramène quand même pas mal de monde et on fait de toute façon toutes les licences lors du forum des associations en septembre. Mais quoi qu'il arrive, ça ramène toujours des nouvelles personnes, des nouvelles têtes et ça fait toujours plaisir à voir. Merci à vous, Laurie Fournier. Merci. Je le rappelle aux téléspectateurs, l'événement est programmé ce samedi au complexe sportif Europe à Elancourt à partir de 10h. Merci à vous. Merci. On passe maintenant à notre rubrique zoologique. Si vous allez au parc zoologique de Thoiry ce week-end, vous aurez peut-être la chance de voir l'une des stars de cet Euro 2016 en France, Harangue le Varan. L'animal donne les pronostics des matchs de l'équipe de France à chaque rencontre des Bleus. Ils avaient notamment pronostiqué la victoire de la France contre la Roumanie. Pascal Joseph pour le montage. Il sera peut-être l'une des stars de cet Euro 2016. Harangue le Varan, 7 ans, a été désigné par le parc zoologique de Thoiry pour pronostiquer les résultats des matchs de l'équipe de France pendant la compétition. En fait, on lui propose 3 gamelles avec le drapeau de chaque équipe, plus l'option match nul. Et dans chaque gamelle, donc, on met une petite friandise, c'est-à-dire une souris. Donc on fait en sorte que les gamelles soient équidistantes. Il n'y a pas de gamelle plus facile à atteindre que l'autre. Harangue a été choisi pour ses mensurations de sportif, 2,20 m pour 40 kg de muscles.
Si on le sort dans son enclos extérieur, on peut le voir en fait faire le tour du propriétaire rapidement. Ces animaux sont capables quand même de faire des pointes en course à 20 km/h. Après avoir pronostiqué la victoire de la France contre la Roumanie lors du premier match, le spécialiste à sang-froid avait prédit un match nul contre l'Albanie, une prédiction exacte jusqu'à la 90e minute et l'ouverture du score d'Antoine Griezmann. Les Bleus l'emportent finalement 2-0. La seule chose, en fait, c'est qu'on avait oublié de lui spécifier qu'il y avait aussi il fallait tenir compte des arrêts de jeu. Et donc lui, il avait pronostiqué match nul, ce qui a été le cas jusqu'aux 90 minutes de temps réglementaire. Donc je pense qu'on peut l'excuser pour ça. Arang tentera de corriger cette erreur de débutant ce week-end pour le match de la France contre la Suisse. Le château de Breteuil, situé à Choiseul dans la vallée de Chevreuse, propose des visites comptées tous les jours sur les célèbres contes de Perrault dans son château. Pour nous parler de la structure, nous recevons sur ce plateau Jean-Manuel Charot, l'administrateur du château de Breteuil. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire du château de Breteuil pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore ce site ? Alors, l'histoire du château, il a été construit il y a 4 siècles, au début du XVIIe siècle, à la fin du règne d'Henri IV. Et depuis 4 siècles, le château est resté dans la même famille. Il s'est toujours transmis dans la même famille sans jamais être vendu, ce qui permet d'avoir dans cette visite de château une vraie vision de l'histoire de France à travers l'histoire d'une famille. Et c'est ce que l'on veut reconstituer grâce au personnage de cire du musée Grévin, qui rendent cette visite plus ludique. Eh bien, nous retraçons les grands faits de la famille à travers l'histoire de France. Et combien de visiteurs viennent tous les ans au Nous château de Breteuil ? avons environ 120 000 visiteurs par an. Nous sommes le premier château des Yvelines en termes de fréquentation, après Versailles bien sûr, qui est hors compétition. Beaucoup d'enfants, environ 60% d'enfants. Beaucoup viennent avec leurs écoles bien sûr, mais beaucoup viennent également avec leurs parents. Breteuil étant vraiment le château idéal pour une sortie en famille. Je le disais tout à l'heure, il y a des contes présentés au château de Breteuil. Est-ce que vous pouvez nous présenter combien il y a de scènes ? Alors, il y a 8 scènes de contes qui sont réparties dans les dépendances du château. Donc, en plus de la visite historique dont je vous parlais à l'instant, il y a tout ce parcours féerique. Vous allez rencontrer le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant, le petit poucet, Barbe bleue dans la salle de chasse également. Nous en avons 4 sur les 8 qui sont en son et lumière, donc avec des animations, c'est beaucoup plus interactif. Et c'est un thème que nous améliorons année après année. Et les contes à Breteuil sont présents à la fois sous cette forme de scènes de contes. Les gens se promènent librement à leur rythme et ils vont voir ces différentes scènes. L'autre forme, ce sont les conteuses. Les conteuses qui, à 16h30, les week-ends, racontent pendant 1 heure 3 histoires de Charles Perrault. Elles choisissent au début de l'heure les histoires qu'elles vont raconter. Je ne peux pas vous les donner à l'avance. Il y a du suspense à chaque fois. Il y a un petit peu de suspense en fonction des tranches d'âge. Parfois, elles peuvent moduler leurs contes, commencer par des contes qui ne font pas trop peur et finir par un conte comme Barbe bleue, par exemple, qui fait un peu peur aux enfants. À ce moment-là, les plus jeunes peuvent éventuellement partir. Donc tout ça plaît beaucoup aux parents, aux grands-parents et bien sûr à tous les enfants. Toutes les générations confondues ont été bercées par ces contes. Il y aura un conte au jardin, je crois, Alors, ce dimanche. Pendant le mois de juin, là, il y a une spécificité, effectivement, pour les 4 dimanches du mois de juin. Il nous en reste 2. Dimanche 18, donc après-demain, nous aurons un conte au verger avec des histoires de fruits. Et dimanche 26, nous aurons le conte du potager, voilà, avec des histoires de fruits, de légumes. Mais tout ça toujours autour des histoires de Perrault. Voilà. Donc il y a toujours un lien avec Charles Perrault, mais une thématique donnée, les fleurs, les fruits, les légumes, etc., pendant le mois de juin. Ce sont des contes spécialités, on peut le dire ? Tout à fait. Dans une formule un peu été ? Exactement, puisqu'ils sont d'abord, si le temps le permet, ils sont racontés en extérieur, à l'ombre des pommiers, s'il fait chaud. Si jamais il pleut, bien sûr, nous avons des endroits abrités pour que les spectateurs soient à l'abri, et nous en avons souvent entre 150 et 200 chaque dimanche. Et la conteuse est costumée à chaque fois ? La conteuse se costume les week-ends, effectivement. Ça fait partie du folklore et du décor. Et elles sont très, très professionnelles. Elles sont conteuses de formation et elles savent vraiment dynamiser la foule. C'est un one-man show, mais c'est comme s'il y avait plusieurs personnes sur scène.
Et c'est pour quel public? C'est plutôt pour les petits ou les grands peuvent aussi se mêler à ces contes? C'est pour les petits, mais les grands adorent. Les grands adorent parce que les grands ont de toute façon été bercés par ces histoires. Tout le monde connaît l'histoire du Petit Poucet, tout le monde connaît Cendrillon. Et ça amuse énormément les parents de se replonger dans leur enfance comme ceci, et puis de voir leurs propres enfants s'émerveiller devant la découverte de tel ou tel conte. On va parler de la nouveauté de cette année au Château de nouveauté, Breteuil. Quelle est la nouveauté? Alors, il y a 2 nouveautés. Je vais passer rapidement sur la première. La nouveauté, c'est un très beau mobilier d'époque Louis XV qui est maintenant mis en place dans l'appartement d'Émilie de Breteuil, la marquise du Châtelet. Un très beau mobilier en bois doré avec des tapisseries d'Aubusson qui représentent les fables de La Fontaine. Là aussi, c'est très ludique. Et il y a également une table, je crois. Et voilà, la grande nouveauté, c'est le retour de la table de Breteuil. Une table justement voilà. Avec moi. Là, vous avez le plateau de la table, sur lequel il y a 128 pierres semi-précieuses, des bois pétrifiés également. C'est une table dont l'original vient d'être vendu au Louvre, et nous allons faire une magnifique réplique. La réplique est arrivée au château la semaine dernière. C'est bluffant tellement elle colle à l'original, et nous sommes ravis de retrouver cette table bijou dans le circuit de la visite du château pour pouvoir expliquer à nos visiteurs le rôle diplomatique qu'a joué le baron de Breteuil sous Louis XVI, pour mettre fin à une guerre qui menaçait d'embraser toute l'Europe centrale. C'est le cadeau qu'il a reçu en ayant été médiateur de paix. Donc cette table pourrait s'appeler la table de l'Europe, puisqu'elle a vraiment mis fin à un conflit européen en 1779. Elle s'appelle la table de Breteuil, et je vous invite vraiment à venir la voir. On pourra voir ce week-end. Tout à fait. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite d'avoir beaucoup de monde ce week-end et que la magie opère à nouveau auprès de la conteuse. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe maintenant à notre rubrique cinéma. Comme chaque semaine, un programmateur des Yvelines nous présente son coup de cœur. Aujourd'hui, nous partons au Ciné 7 d'Elancourt. Le responsable du cinéma, Luc Bocan, nous présente son coup de cœur. Le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est un film cubain qui s'appelle Chala, une enfance cubaine, qui est proposé sur nos écrans en version originale. Donc c'est un très beau film, rare, parce que le cinéma cubain, on ne connaît pas beaucoup de réalisateurs cubains. On sait que c'est un pays qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se modifier, qui est en train de modifier son mode de vie, son mode de fonctionnement, qui s'ouvre à l'international, etc. Et là, on assiste à une histoire très réaliste, très bien jouée par un jeune acteur cubain qui est un peu délaissé, sa mère est défaillante, et c'est lui qui pourvoit en fait aux besoins de la famille en élevant des chiens de combat. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le film, c'est une petite perle, les critiques sont dithyrambiques, si vous ouvrez la presse cinéma, vous verrez, éblouissant, etc. etc. Donc c'est vraiment à découvrir dans nos salles, sur nos écrans cette semaine. Tienes que ayudarme con Chala. Discúlpame, Carmela, pero Chala no es mi problema. Hay quien piensa que sí. Y mientras usted no lo asuma, Chala será quien pague las consecuencias. Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Aussi faire un petit focus sur le cycle Martin Scorsese, puisque vous pourrez assister, si vous vous intéressez à au grand réalisateur qui est Martin Scorsese, dimanche à 17h30 à une conférence animée par Ricardo Munoz qui viendra nous parler de l'œuvre de Scorsese, et vous assisterez à 18h30 à la projection en version originale, sous-titrée français bien évidemment, des Nerfs à vif, un des films de Martin Scorsese. Voilà pour cette semaine. On passe à présent à l'avis des téléspectateurs sur les sorties de la semaine dans les salles obscures. C'est un thriller assez haletant, bien tourné. L'histoire est assez, bon, c'est assez classique, mais c'est bien joué, c'est à voir. C'est un très bon film, c'est pas mal. Quand on connaît BD, si on a lu de ses livres, c'est tout à fait lui, c'est très bien. C'est dans le monde du maquina. C'est un peu pourri, mais bon, mais il faut aller le voir, surtout pour la fin. Et on termine ce magazine par un rendez-vous que vous pourrez suivre sur TVFil 78, le championnat inter-collège de matchs d'improvisation théâtrale de Saint-Quentin-en-Yvelines est programmé ce vendredi soir à 20h30 et ce samedi à 14h30 sur notre chaîne. Ce soir, vous retrouverez les 2 demi-finales et la finale avec les collèges Le Village et Courbet de Trappes, Albert Einstein de Magny-la-Meau et Alexandre Dumas de Maurepas. C'est la fin de ce 7-8 Week-end. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour le 7-8 Sport. Très bon week-end sur TVFil 78.